Si vous désirez vous initier au symbolisme, que ce soit par le tarot de Marseille, la numérologie symbolique, les différents oracles, l'astrologie symbolique, les voies initiatiques, eh bien, je vous invite à me contacter par mon adresse mail qui se situe dans le descriptif de la vidéo. Allez, en avant pour cette belle aventure du tarot initiatique. Donc l'ermite, bravo homme. L'ermite, c'est celui qui va tirer les leçons du passé. C'est celui qui va faire le point. En astrologie, il est associé à Chronos, qui est lui-même associé à Saturne. D'accord? C'est justement le donneur de leçons. En astrologie karmique, par exemple, Saturne est vraiment le donneur de leçons. C'est celui qui va vous exprimer la leçon karmique qui serait bon dont vous preniez conscience et sur lequel il va être adapté de faire un focus de manière à vous débarrasser ou à réguler ce qui vous gêne. Mais pour revenir au tarot, l'ermite, il a cette fonction-là. C'est je tire les leçons du passé et c'est aussi j'en fais des leçons. Quand on dit j'en fais des leçons, ça veut dire, dans des termes plus modernes, j'en fais des ressources. Et vous savez que c'est par rapport à toutes les ressources que vous avez intégrées depuis votre naissance que vous allez interagir dans votre existence. Hein. Imaginez que dans le côté inconscient du cerveau, c'est le disque dur de l'ordinateur, là où sont toutes les données. Et l'autre côté de votre cerveau, c'est tout ce qui va, c'est la mémoire vive de l'ordinateur. Vous allez mettre ce dont vous avez besoin, vous allez vous en servir, après vous allez le remettre dans le disque dur. Là, c'est un petit peu pareil. C'est cette carte qui va vous permettre de tirer les leçons et d'en faire des ressources, si possible adaptées. Parce que si la leçon elle est mal intégrée, vous allez créer une ressource inadaptée et forcément, quand vous allez avoir besoin de vous en servir, vous allez chercher dans votre disque dur des données inadaptées et forcément le résultat, il va être inadapté. Voilà. Et c'est en même temps une des 4 vertus cardinales qui va vous servir à faire fonctionner votre chariot. Donc, dans le sens de la vertu cardinale, l'ermite, il va vous inviter à son nom premier, qui est la prudence, mais à faire preuve de discernement et de raisonnement. C'est les 2 principes que va véhiculer l'ermite. Et bien entendu, quand on apprend les 4 vertus cardinales, la première à mettre en place, c'est l'ermite. Hein, d'accord ? Et les 3 autres, après, on peut œuvrer dessus de manière aléatoire, suivant ce que la vie nous présente. Mais l'ermite est la première à intégrer, c'est-à-dire discernement, cohérence et raisonnement. Si vous n'avez pas de discernement, vous n'êtes pas cohérent et vous ne raisonnez pas, c'est sûr que le reste, il n'est pas vraiment applicable. À côté aussi, vous avez la roue de fortune. Et pas la roue de la fortune. Hein, c'est différent, la roue de la fortune. Ce n'est pas sur le même programme. Voilà. Et là aussi, c'est une carte qui n'est pas très bien perçue. Hein. Elle est vraiment même un petit peu massacrée dans tout ce que vous pouvez voir. Alors, je cite toujours YouTube parce que c'est là où on retrouve les plus grosses bêtises en général. Hein. Donc, la roue de fortune, je vous fais très court, hein. La roue de fortune, elle va représenter, comme toutes les roues, la notion de cycle. La roue, c'est toujours le cycle. Jusque-là, on n'a pas fait mieux. Et bien entendu, la notion de cycle, le symbole du cycle, ça va véhiculer un nombre de choses importantes. Alors là, en plus, c'est bien matérialisé parce que vous avez les rayons de la roue et vous avez les bébêtes. Vous voyez que les bébêtes, elles sont et c'est le terme, hein, c'est pas que je sois cru, mais c'est le terme, elles sont bites à cul. D'accord ? Et bien entendu, pourquoi elles sont dans ce positionnement-là, à votre avis ? Bon, parce qu'elles vont véhiculer la phase croissante du cycle et la phase décroissante du cycle. Vous savez que dans le cycle lunaire, vous avez la pleine et la nouvelle lune, et qu'entre les deux, vous avez la phase croissante et la phase décroissante. Eh bien, c'est ce que symbolise cette roue de fortune. D'accord ? Et aussi, vous avez les 2 serpents.
hein, les deux serpents du caducée, les deux serpents, c'est-à-dire l'énergie féminine et masculine. Hein, pour le moment, on n'a pas fait mieux. Hein, il n'y a pas une troisième énergie. Hein. Même si on essaye de faire du YEL ou de je ne sais plus comment on appelle ça, mais en réalité, il n'y a toujours que deux énergies. Hein, voilà, masculin, féminin. Et donc, imaginez cette roue, vous prenez n'importe lequel des rayons, vous faites tourner la roue et le rayon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une place différente à chaque fois, à chaque mouvement du cycle. D'accord? Si vous faites tourner la roue, le rayon d'en haut, il va être sur le côté, il va être en bas et ainsi de suite. Donc, la grande leçon de ce symbole, c'est quoi? Si le rayon il change toujours de place, non? Bon, c'est l'impermanence. Tout est impermanent, peu importe le temps que ça dure. D'accord? Dans l'univers, tout est impermanent. Je parle bien de l'univers de matière, hein, que ce soit les étoiles, même les étoiles, elles ont une durée d'existence, les étoiles. Elles ne sont pas éternelles, même si c'est très long, mais elles ont une durée d'existence. Eh bien, cet arcane, il va véhiculer cette notion de l'impermanence. Donc, il va véhiculer deux choses, les phases du cycle et l'impermanence. Donc, ça veut dire que quand il vous arrive quelque chose, eh bien, c'est impermanent, peu importe le temps que ça dure. C'est ça qui est important. Ça veut dire que ça soit dans le bon ou dans le moins bon, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et vous avez à peu près les mêmes symboles dans l'Oshozen Tarot avec la carte du succès où il y a les confettis. Et les confettis représentent justement, ça monte très haut les confettis quand on les jette, mais ils vont redescendre. Donc le succès est toujours éphémère, impermanent. D'accord? Vous retrouvez la même chose ici. Voilà. Et après, vous avez le sphinge d'en haut, là. Le sphinge vous indique que grâce à ces notions, vous pouvez en partie maîtriser les cycles, parce que vous savez que quand vous êtes en phase décroissante, derrière, il va y avoir une phase croissante. Et moi, j'interviens en entreprise et je leur explique la chose suivante. La phase décroissante, elle fait partie du cycle. Donc, si vous fermez votre entreprise parce que vous avez une phase décroissante, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La phase décroissante, elle sert à préparer, à mettre en place la phase croissante. C'est le même principe que les phases lunaires, d'accord? Si on s'arrêtait à une phase parce qu'il y a la phase décroissante, on ne serait plus sur Terre, hein, déjà, parce que le cycle lunaire, il ne fonctionnerait pas. Donc, il n'y aurait plus les marées, il n'y aurait plus rien. Donc, ce qui est intéressant d'intégrer, c'est que la phase décroissante, elle a son utilité pour entamer la phase croissante. Et que la phase haute, elle ne va pas durer de toute manière. Et que la phase basse, elle ne va pas durer non plus. Donc, c'est un ensemble dont il faut prendre conscience. Pas regarder la spécificité. La spécificité n'est valable que dans la globalité. Si vous arrêtez à la spécificité, vous allez dans le mur. Et c'est pour ça que dans toutes les voies initiatiques, et en astrologie notamment, quand on vous parle d'une position, quand on vous dit vous avez le soleil ici, Uranus là, machin, si vous arrêtez là, c'est foutu, c'est fini, c'est foutu. Votre interprétation, elle est en l'air. Il faut remettre cette position dans la globalité du thème pour percevoir comment cette spécificité va vivre dans le thème. D'accord ? Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Il faut prendre chaque phase dans l'ensemble du cycle. D'accord ? Et, pour ne pas trop m'attarder sur cette carte, parce que je pourrais faire l'année là-dessus, le cycle, il est représentatif d'autres notions, qui est la notion de récurrence. D'accord ? Ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au cycle du tarot, c'est des cycles finis, mais qui sont en même temps infinis, et donc récurrents. Voilà. Alors après, vous avez, alors ça c'est toujours pareil, hein, ça fait partie des petits joujoux du tarot. Vous avez la manivelle sur la roue, donc on va vous dire si je peux faire tourner, moi, la manivelle avec ma petite mimine, je peux l'avancer, la reculer et tout ça. Moi, je ne vois personne qui tient la manivelle, donc après on est dans l'extrapolation, mais la manivelle pourrait signifier qu'il y a une notion de pouvoir, on va dire, maîtriser le cycle, mais pas par son action personnelle, mais par la compréhension.
Une fois que vous avez pris connaissance vraiment du fonctionnement du cycle, eh bien déjà vous vous sentez mieux parce que vous allez pouvoir anticiper, vous allez pouvoir vous en servir à votre avantage. Mais si vous ne connaissez pas le principe du cycle, eh bien, ça va être très compliqué parce que vous allez être assujetti à celui-ci. Après, il y a une notion aussi Ce qui est intéressant dans le tarot, c'est qu'on peut aller très loin. Vous avez aussi la notion du cycle au niveau de la matière, c'est-à-dire au niveau de la physiologie. Les êtres humains, ils ne sont que cycliques. Voilà. On est foutu de cycle. Le matin, vous sécrétez du cortisol parce que c'est l'hormone qui va vous réveiller, d'accord, et qui va en même temps permettre une réaction chimique dans le corps qui va faire que vous allez larguer du sucre. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas manger de sucre le matin parce que le corps, il en fournit de manière naturelle. Ensuite, vous avez d'autres cycles qui sont, par exemple, associés au cortisol. Vous avez la mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Chez les dames, eh bien, vous avez les menstruations qui sont des cycles. Et l'être humain n'est que cyclique. Alors après, vous avez des cycles infradiens qui sont au-delà de 24 heures et des cycles circadiens qui sont en deçà de 24 heures. C'est une spécialité qui s'appelle la chronobiologie et où on étudie les cycles au-delà et en deçà de 24 heures. Et bien, tout cet arcane-là, il va vous permettre de prendre connaissance de toutes ces notions et de vous en servir et donc de mieux vous gérer, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou physiologique. Voilà. Allez, erreur. Voilà. Vous avez le deuxième lemniscate sur la tête de la force. Hein. Vous le voyez? Voilà. Et pourquoi il y a un lemniscate sur la tête de la force? Ben parce que ça ne représente pas la force, hein, cette carte. Ou pas dans le sens où on peut le concevoir en termes musculaires. C'est pour ça qu'il y a une dame, hein, parce que ils ont mis une dame, et vous voyez qu'elle écarte la bouche de la bébête de manière très facile. Hein. On ne dirait pas qu'elle force comme un bœuf. D'accord? Donc, on ne parle pas de force, on parle de maîtrise. C'est la carte de la maîtrise. Alors, je vais juste vous faire un petit laïus pour que vous puissiez vous repérer. La maîtrise, ce n'est pas le contrôle, hein. C'est deux perceptions différentes. Le contrôle est un acte volontaire qui ne va pas durer parce que justement, maintenir un contrôle, c'est très compliqué sur le long terme. La maîtrise est un état, d'accord ? Le contrôle est une action, la maîtrise est un état inné. Donc quand on maîtrise quelque chose, on n'a plus besoin de fournir d'efforts et c'est son principe. Et pourquoi une bébête? Parce que la bébête, elle représente les bas instincts. D'accord? Et si vous regardez bien la tête, elle est au niveau du pubis. Bon, ça, on peut s'amuser avec ça, mais en réalité, l'animal, il représente toujours les bas instincts. D'accord? Et donc, cette carte, puisqu'elle fait partie des 4 vertus cardinales, elle va vous indiquer de maîtriser vos bas instincts. Voilà. Et une fois que vous les maîtrisez, vous avez droit au lemniscate, c'est permanent. Pas comme la roue de fortune. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons le pendu. Alors le pendu, c'est pareil, hein, il véhicule des choses un petit peu bizarres des fois, c'est-à-dire période de chômage, période de pause, ça peut être du vague à l'âme, je ne sais pas, j'ai vu, on m'a rapporté, mes élèves me rapportent des choses phénoménales. Mais en réalité, le pendu... Alors, je vais vous faire un parallèle, hein, pour bien vous faire comprendre le pendu, mais qu'il soit bien d'accord entre nous, que je ne parle pas de religion. Hein. Voilà. Le Christ, il dit à un moment, si on vous tape sur la joue gauche, tendez la joue droite, ou vice-versa, je ne sais plus, mais bon, peu importe, c'est l'image, c'est la parabole qui est importante. Et bien là, c'est pareil. Quand vous ne percevez pas quelque chose dans un sens, eh bien, changez de sens. Et vous aurez accès à d'autres solutions. D'accord? Pourquoi j'ai pris l'exemple de la gifle? Parce que je vais vous le faire en direct. Si vous prenez une gifle ici, d'accord, vous avez le regard qui est là. Si je tends l'autre joue, mon regard, il va changer de direction. Et de ce fait, je vais voir autre chose. Là, je vois le mur.
Là, je vois une dame. Voilà. Et donc, de ce fait, le fait de changer de direction le regard, je vois autre chose, donc j'ai accès à autre chose. Donc, symboliquement, ça veut dire que quand on ne trouve pas de solution dans un sens, eh bien, il est bon de changer sa perception des choses pour avoir accès à d'autres solutions. C'est ce que symbolise le pendu. Voilà, vous avez des gens aussi qui vont vous dire là, les mains attachées dans le dos. Ben moi, quand je prends la carte, je regarde derrière la carte et je ne vois pas les mains attachées, donc j'en sais rien en réalité. Et il a les pieds en forme de 4. Le 4 est le glyphe de Jupiter. Et Jupiter, c'est la croissance. Donc on peut augurer que ce positionnement-là est fait pour croître, donc pour changer sa vision des choses. Ce que je vous disais tout à l'heure se reflète ici. Si on n'est pas capable d'avoir une souplesse d'esprit, avoir une souplesse de pensée, avoir une souplesse de perception des choses, eh bien, on va arriver à la croyance, à la fameuse dicton du développement personnel, qui est la croyance limitante. D'accord ? Quand on n'est pas assez souple d'esprit, du cerveau, de la perception, de pouvoir moduler ces croyances, eh bien, on arrive au limitant, au fixe. En astrologie, vous le retrouvez, par exemple, avec les signes fixes. Si vous avez un double signe fixe, c'est-à-dire vous êtes, par exemple, Lion, ascendant Taureau, vous êtes 2 signes fixes, eh bien, pour changer d'avis, vous savez, quand on vous dit, ouais, allez, tu pourrais moduler, alors moi je reste, moi c'est ça, c'est comme ça, voilà. Ben, c'est très compliqué de pouvoir évoluer quand on est dans la fixité. Eh bien, cette carte du pendu, elle vous indique ça. Sortez de la fixité. Bon, c'est sûr qu'on marche toujours debout, donc on ne va pas s'inverser toutes les 5 minutes, mais c'est un symbole, hein, d'accord ? Après, vous pouvez essayer de faire la chandelle, voir si ça marche, mais moi j'ai essayé, ça ne marche pas tellement. Voilà, donc il y a ce symbole, il véhicule cela, d'accord ? Et vous pouvez même le voir dans les deux, on va dire, dans les 2 troncs qui tiennent le pendu, c'est du bois. Et quel est le symbolisme du bois ? Ben, le bois est une matière que l'on peut transformer à sa guise, d'accord ? Par son principe. La preuve, bon, elle n'est pas tout en bois, mais il y a un plateau de bois. Au départ, ce n'était pas un plateau de bois, on l'a fait, d'accord ? Ben, le bois a cette perception d'être modulé par notre action. Et c'est ce que vous retrouvez dans la famille des bâtons, dans les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs de la famille des bâtons vont représenter l'action que l'on peut mettre en place pour moduler notre environnement, qui est représenté symboliquement par le bois, bien entendu. Voilà. Alors ça, c'est le sommet. Alors ça, c'est le sommet. Voilà. Ça, c'est, je sais pas, c'est le must. Je ne sais pas comment je pourrais. C'est le the best, machin. Ça, c'est l'arcane qui véhicule le plus de bêtises au centimètre carré. Voilà. Déjà, si vous remarquez bien, il n'y a pas marqué la mort nulle part. Hein, d'accord ? Vous savez, beaucoup de gens vous disent ah, c'est la mort. Non, ce n'est pas la mort. Il s'appelle l'arcane sans nom. C'est son nom, hein, arcane sans nom. Donc, s'il s'appelle l'arcane sans nom, c'est que ce n'est pas la mort. Voilà. Voilà. Donc, cet arcane, qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne vous ai pas amené les ouvrages parce que c'est des gros ouvrages anciens, ils sont très lourds. Mais c'est l'arcane le plus alchimique du tarot de Marseille. Dans les temps, dans les ouvrages alchimiques, si vous préférez, on symbolisait toujours la transmutation par un démembrement. Chaque fois que vous voyez une gravure alchimique avec un démembrement, c'est qu'il est question de transmutation. Alors, qu'est-ce que la transmutation ? La transmutation, alors là, je vous le fais vraiment, hein, initiatique. La transmutation, c'est différent de la transformation. Dans la langue des oiseaux, transformation, ça agit sur la forme, c'est-à-dire sur l'ego, sur la personnalité. D'accord ? Transformation, je change la forme. D'accord ? Voilà. Je fais de la muscu, je deviens comme ça, j'ai changé la forme. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai changé quelque chose dedans. La transmutation est un principe alchimique
qui va vous indiquer un changement de l'état A en passant par une étape intermédiaire pour arriver à un état B qui est totalement différent de l'état A. Alors pour vous donner un exemple très concret, parce que comme je vous ai dit, j'aime le concret, c'est la chenille et le papillon. Je vais être sympa, ce soir c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. 70% des gens pensent que la chenille se transforme en papillon. Bah, jusque-là, à l'école, on vous a à peu près fait croire ça, mais en réalité c'est faux. La chenille, dans le cocon, elle devient une soupe cellulaire, elle se dissout, donc dissolution. D'accord ? Et de cette dissolution va naître le papillon. Mais ce n'est pas la chenille qui se transforme en papillon. Il y a une étape intermédiaire, et c'est ce qu'on appelle une transmutation. Transmutation alchimique, c'est avoir une étape intermédiaire. Pour vous le symboliser un petit peu différemment, dans la phytothérapie, eh oui, je sais, souvent on me dit ça, mais aussi la phyto, ben oui, je connais la phyto aussi, et l'aromato, tout ça. Parce que toutes ces voies ancestrales, elles vous amènent à ces principes-là. Quand on s'intéresse au tarot, forcément, un jour ou l'autre, on entend parler de Paracels, puisqu'on est dans l'alchimie. L'alchimie, c'est Paracels. Donc, Paracels amène à la phyto, puisque c'est le papa de la phyto, Paracels. Hein, voilà. Donc, en phyto, vous avez un principe qui s'appelle la spagérie alchimique. La spagérie alchimique est un principe qui utilise l'astrologie et l'alchimie pour faire des compléments alimentaires, hein, d'accord ? Qui sont orientés bien-être, qui sont orientés soins, d'accord ? Mais c'est un principe très, bon, moi je dis très évolué parce que ça véhicule certaines connaissances qui sont reproduites, qui commencent à être reproduites. Donc ça, je vais vous le faire, même si ça prend un peu de temps, mais c'est très intéressant. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la science a défini, notamment dans la médicamentation, que l'on peut donner des médicaments à certaines heures pour pas impacter, pour avoir moins d'effets indésirables collatéraux. Donc, on va vous donner certains médicaments à telle heure parce que le foie n'est pas en jeu, donc on va préserver le foie. Eh bien, la spagérie alchimique, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle va extraire le principe actif de la plante par rapport aux planètes, parce qu'à certains moments, il y a une interaction entre entre l'énergie planétaire mais symbolique et l'extraction du principe actif. Par exemple, les compléments alimentaires, l'extraction du principe actif va se faire par rapport à Jupiter, parce que Jupiter représente tout ce qui est hépatique. Voilà. Et maintenant, les scientifiques, braves, ils ont découvert que si on donne certains médicaments à certaines heures, ça marche mieux et il y a moins d'effets indésirables. Cherchez le lien, hein, ça je vous laisse faire. Voilà. Donc, pour revenir à l'arcane sans nom, ce qui est ultra intéressant, c'est que ça va indiquer une transmutation, puisque vous avez le démembrement. Alors, sur les ouvrages alchimiques, ce n'est pas forcément une faux, vous avez un monsieur avec une épée, enfin, vous avez quelque chose qui coupe et qui va donc symboliser le démembrement. Et pourquoi c'est un squelette? Parce que justement, on va changer la structure par la transmutation et non pas la forme. D'accord? Le squelette représentant la structure du corps. Vous êtes d'accord que la structure du corps, c'est votre ossature, hein? Donc le squelette, il va représenter cela. Après, on peut aussi, mais ça c'est juste pour la culture pour la culture symbolique, pas générale, ou générale et symbolique, parler de la faux. La faux, si vous voyez un champ taillé à la faux, il n'y a plus aucun relief. Le champ et toutes les herbes, elles sont à la même hauteur. Voilà. Eh bien, ça veut dire que cette carte, elle pourrait aussi intimer d'enlever un petit peu de relief. Vous savez que le côté martien, par exemple, est très réactif et très relief, très intense. En dents de scie, le cycle lunaire est aussi en dents de scie. D'accord ? Donc la faux, par son principe d'application, ça pourrait vous indiquer aussi d'être moins dans les extrêmes.
d'être un peu plus dans une forme de ligne plane. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus peur de l'arcane sans nom. D'accord? Voilà. Au pire, ça pourrait rester, si vraiment on veut aller dans cette voie-là, ça pourrait rester une mort symbolique. Mais symbolique. N'ayez pas peur de l'arcane sans nom, au contraire, c'est un arcane qui véhicule tellement de bonnes choses. Alors, bien entendu que la dissolution première, des fois, elle peut être un petit peu difficile, mais la finalité, on va dire que la transmutation, une fois effectuée, c'est vraiment un beau principe. À ne pas confondre avec le phénix, hein, le symbole du phénix, qui renaît de ses cendres. Parce que là, c'est plus compliqué. Là, il y a vraiment une destruction et une renaissance de la cendre. Mais c'est-à-dire que la destruction, elle va vraiment très loin parce qu'il n'y a pas la période intermédiaire. D'accord ? Mais on peut faire le lien entre les deux, c'est quand même intéressant. Mais si on parle d'astrologie, par exemple, c'est dans le signe du Scorpion, c'est plutôt Phénix, d'accord? Parce que les Scorpions, ils vivent souvent des périodes très intenses intérieurement, et des fois la remontée, elle est un petit peu compliquée. Et parfois, elle est très compliquée. Donc, à côté, vous avez Tempérance. Alors là, on change de crèmerie. Eh oui. Tempérance, si vous regardez bien, c'est un ange, voilà, parce qu'il a, il a des ailes jusque-là, je ne me foule pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux cruches. Il a une cruche couleur, on va dire, métal, hein, une couleur mercurienne, et vous avez une cruche qui est de couleur or. Eh bien, ça représente quoi? Si vous avez un peu suivi l'histoire, ben, la Lune et le Soleil. Ça représente l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Hein, vous avez la couleur du Soleil, vous avez la couleur de la Lune. Voilà. Et l'ange Tempérance, eh bien, c'est bien ce que ça veut dire, là, pour une fois, pour le coup, c'est de moduler les choses. Hein. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre Tempérance, qui n'est pas vraiment adapté à l'interaction des deux cruches, mais ça pourrait être symbolisé par le froid et le chaud. Si c'est trop froid, vous allez vous brûler, et si c'est trop chaud, ben devinez, vous allez vous brûler aussi. C'est les deux extrêmes de la température, mais qui, aux finalités, quand vous êtes dans les extrêmes, donnent le même résultat. Et ce qu'il va falloir faire, ben, c'est arriver à quelque chose de tempéré. Et bien, Tempérance, c'est l'arcane qui va vous faire prendre connaissance d'œuvrer sur la tempérance. Et vous allez me dire, pour le froid et le chaud, c'est facile, vous avez les robinets, hein, donc vous réglez les robinets. Mais pour l'être humain, la tempérance est très compliquée. Et c'est une des 4 vertus cardinales dont je vous ai parlé tout à l'heure, tempérance. Hein. Ben, c'est la faculté d'apprendre à moduler les choses en vous. Voilà. Et c'est tout un programme, croyez-moi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'être humain, il est quand même assez excessif. Hein. C'est juste une petite parenthèse. Surtout actuellement. Hein. Voilà. On a bien besoin de tempérance actuellement. Hein. Alors là, c'est pareil. Cerise, deuxième cerise sur le gâteau. Stéphane, il y a un gâteau après ou non? Bon, okay. Donc deuxième cerise sur le gâteau. Là aussi, hein, vu que c'est Oswald Wirth, vous avez les appellations alchimiques, hein, solver coagula, hein, c'est-à-dire dissoudre et recoaguler. Voilà, vous avez le diable. Alors l'arcane du diable, je vais y rester un petit peu, parce qu'il est très actuel. Je vais vous faire un peu participer. Vous voulez bien? Oui? Bon. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Qu'est-ce que ça éveille en vous, l'arcane du diable? Qu'il y a une forme féminine. D'accord. Bon, moi, j'espère que ma femme, elle ne sera pas comme ça, parce que je ne rentre pas à la maison. Ah oui? Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Côté animal, on est plutôt ouais. côté animal en essence.
Voilà. Eh bien, en réalité, la première perception que l'on a du diable, c'est la séparativité. Vous voyez? Il y a un diablotin de chaque côté et lui, il est au milieu. Ben, le diable représente la séparativité, la désunion. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que la séparativité. Hein? Regardez notre société. Elle n'est que séparativité. Les bleus contre les jaunes, les vax contre les non-vax, je ne sais pas, moi, tout. La droite contre la gauche, le haut contre le bas, le soleil contre la lune, machin, voilà. On n'est que séparativité. Et notre problème, il vient de la séparativité. Et je vous donne la solution de suite, et après je reviendrai, si je peux revenir à... Et voilà, vous la voyez la solution? Dans l'arcane du soleil, c'est la réunion, c'est la fédération. C'est tendre la main, voilà. Effacer les différences. Bon, allez, je reviens au diable pour le moment. Voilà, ben, notre plus gros problème de notre société, c'est la séparativité. Parce qu'on met tout, on sépare tout, on cloisonne tout. Voilà. Chaque fois où un il a une idée, l'autre il a forcément l'idée contraire, et l'idée elle est contraire parce que l'autre il a eu l'idée avant. Voilà. Bon, enfin, tout ce genre de choses que vous connaissez. Et donc, le diable est associé à la perception de la prise de pouvoir par la matière. Là, je vais vous parler un peu d'ésotérisme, 3 minutes. Vous connaissez le 666? Vous avez déjà entendu parler du 666. Eh bien, le 666, c'est le chiffre de la bête que vous retrouvez dans l'Apocalypse de Jean aussi. Hein. Je ne vais pas inventer. Hein. Jean, il parle aussi dans son Apocalypse du 666. Et devinez que le 666, c'est le nombre qui a été attribué aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est le pays de la consommation. Et donc, le diable est toujours associé à la matière, et la couleur associée à la matière, c'est le noir. Le noir. Et juste un petit exemple comme ça pour s'amuser. Hein. Comment on appelle le jour où on doit se jeter sur la consommation? Le Black Friday. Voilà. Qui aussi, d'une autre source, mais qui n'est pas vérifiée, qui est associé à l'époque où il y avait un jour de solde de vente des esclaves noirs. D'où le Black Friday. Donc que ce soit un symbole ou l'autre, n'est pas très sympa. Hein. D'accord? Donc on devrait tous zapper le Black Friday, que ce soit d'une manière, que ce soit un symbole ou que ce soit une origine ou l'autre origine, c'est pas très sympa. Voilà. Donc gardez en tête que le diable, c'est vraiment la séparativité, la désunion, mais pas que. Vous voyez où ils sont attachés, les diablotins? À la gorge. D'accord? Et le symbole de l'attachement à la gorge, c'est la perte de parole. C'est-à-dire, on est sous la dépendance. Et le diable peut aussi engendrer une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Hein, d'accord? Ça, on le percevra avec le consultant. On va définir sous quelle dépendance il est. Ça peut être de la dépendance affective, psychologique, ça peut être de la dépendance matérielle, ça peut être de la dépendance à des principes actifs, ça peut être plein de choses. Voilà. Et pour en revenir à ce que vous disiez, oui, le diable, il a les deux attributs, masculin et féminin. C'est le diable. Et encore là, celle-là, elle est soft, il ne tire pas la langue. Parce que dans d'autres versions du tarot, il tire la langue et il fait la grimace en plus. Voilà. Mais le masque, tout ça, symbolise que le diable peut prendre diverses formes. Il peut prendre la forme féminine, masculine, mais c'est aussi de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Maintenant, pour entrer un petit peu plus dans le côté ésotérique du diable, vous voyez que le diable est porteur de lumière. Il y a des flambeaux, hein. Le flambeau, c'est le feu. D'accord? Et le feu, c'est de la lumière. Pourquoi? Parce que le diable est un ange déchu. Mais il a emporté avec lui le feu. D'accord? Et si on part dans ces petites histoires, mais là, c'est vraiment une petite digression pour l'histoire, qu'est-ce qu'il y a en enfer au centre de la Terre? Ben, il y a du feu. Voilà. Et donc, il a emporté le feu, mais c'est aussi le symbole que, bien que le diable soit le diable,
il a en lui une partie de lumière qu'il va falloir faire grandir justement en œuvrant sur les bas instincts. En œuvrant, comme ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, en œuvrant sur les bas instincts, on va pouvoir faire remonter la lumière à la surface. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le diable est un ange. Hein. Bon, il a fait des bêtises, donc on l'a viré d'en haut, on l'a mis en bas, mais c'est un ange, donc il a une partie lumineuse en lui. Comme nous, on a tous une partie lumineuse qui, par nos compréhensions, nos perceptions initiatiques, on va faire évoluer. Le but est de faire évoluer la lumière que l'on a en nous, et pour la faire évoluer, eh bien, il y a des voies initiatiques pour pouvoir éveiller justement cette lumière en vous que vous appellerez par une appellation qui vous correspond. Mais le but, c'est toujours le principe de séparer le bon grain de l'ivraie, et de cette manière-là, on va pouvoir faire grandir notre lumière intérieure. Voilà. Après, je vais vous raconter un petit truc qui pour moi, a toute son importance, et je vais vous le partager, parce que j'aime bien me faire plaisir aussi. Hein, donc, voilà. Le diable, on pourrait l'apporter Lucifer, on pourrait l'appeler Lucifer. Pourquoi l'apporter? Non, l'appeler Lucifer. Pourquoi? Parce que Lucifer, ça veut dire quoi? Lux, porteur de lumière, voilà. Mais en réalité, il y a deux perceptions. Lucifer n'a pas toujours été le diable. Lucifer, au départ, est un adjectif qui veut dire éclairé, clarté. D'accord? L'adjectif, hein, je parle pas du nom de Lucifer qui est devenu le démon. Mais l'adjectif Lucifer, au temps des Romains, c'était, vous êtes assis, c'était le premier nom de Vénus, la planète Vénus. On l'appelait Lucifer parce que c'était la première qui était éclairée et la dernière qui était éclairée. Après, quand c'est devenu le nom, ça a été associé au diable, à la démonologie. Mais au départ, c'était un adjectif qui voulait simplement dire éclairé. Donc quand vous voyez Lucifer, ne vous affolez pas, ça dépend dans quelle notion on est. D'accord ? Si on est dans la notion de symboliser un éclairage, ou si c'est le nom du diable. Et en astrologie, vous avez la même perception. Pour les astrologues évolués, voilà, je vais me faire, c'est pas grave, j'assume. Pour les astrologues évolués, vous avez deux perceptions de Vénus dans le thème astral. Vous avez la Vénus de jour et la Vénus de nuit. Et on les appelle Lucifer et Hespérus. Hespérus, c'est la Vénus de la nuit, et Lucifer, c'est la Vénus du jour, parce qu'elle amène la clarté. Et dans le thème astral, on ne va pas concevoir Vénus de la même manière si c'est un thème de jour ou si c'est un thème nocturne. D'accord ? Voilà. C'est juste pour vous rappeler que Lucifer a été un adjectif au départ. Et donc le diable, eh bien, il va symboliser tout ceci, mais il va symboliser aussi d'une certaine manière que c'est très bien stipulé dans l'Oshozen Tarot, mais là aussi, il y a un masque. D'accord ? Là, il porte un masque, une tête de bouc. D'accord ? Eh bien, tout ce qui est masqué, c'est simple, ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine, si vous préférez. Voilà. Donc le diable a toujours une perception de faites attention, la personne qui se présente de cette manière-là n'est pas réellement cette personne-là. Et donc ça veut dire qu'en vous, hein, puisque moi, ma pratique de tarot est initiatique et c'est une pratique d'éveil, ça veut dire, je vais voir avec le consultant les personnages que le consultant joue, d'accord ? Peut-être dans son travail, peut-être dans son couple, ou peut-être qu'elle n'est pas elle-même dans certains contextes, de certaines manières. Donc, quand il sort cette carte, on va étudier cela. Voilà. Et beaucoup d'autres choses, les dépendances, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. À côté, on a la maison de Dieu. Celle-là aussi, ils ont la trouille. Hein, entre l'arcane sans nom et la maison de Dieu, et le diable, c'est sauf qu'il peut. La maison de Dieu, vous voyez, il y a quand même des symboles intéressants. Il y a quoi comme symbole intéressant ? La tour, et puis ? La couronne. Et puis ? Là ? L'éclair, la foudre, en réalité. Donc, on va concevoir symboliquement la foudre, déjà. Quelle est la particularité de la foudre ? Les particularités de la foudre, on ne va pas toutes les voir, mais on va en voir un petit peu.
La particularité de la foudre, c'est qu'on ne sait jamais quand elle va tomber et où elle va tomber. Donc c'est imprévu, d'accord? C'est non prévisible, la foudre. Alors comme l'être humain il a été malin, il a fait des paratonnerres pour attirer la foudre. Mais des fois, la foudre, elle ne tombe pas sur le paratonnerre. Voilà. Et vous avez la couronne de la tour. D'accord? La couronne de la tour, ben, ça va représenter justement nous ce qu'on a en haut, hein, la couronne. Bon, moi je l'ai oublié en venant à la couronne parce qu'il pleuvait, mais ça représente le mental. Et la tour va représenter ben, notre ego, hein, puisque l'ego est associé à la matière. Et pour revenir à ce qui est plus ancestral, vous vous rappelez de la tour de Babel, quand les humains ont cherché à rejoindre Dieu, eh bien, Dieu les a punis en envoyant la foudre et à quelque chose d'autre. Avant, tous les humains avaient le même langage. Et Dieu les a punis en faisant des langues différentes. Ça vous rappelle rien? Celui d'à côté, là. La séparativité, la désunion. Comment vous les désunir? Eh bien, en faisant des langues différentes. Il a voulu désunir les humains de manière à ce qu'ils ne s'unissent pas pour construire une tour. D'accord? Donc on revient toujours au même symbolisme. Voilà. Et donc la maison de Dieu, et pas la maison de Dieu, hein, c'est la maison de Dieu, elle invite à vraiment à intégrer en soi qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. D'accord? Parce que l'être humain, il a aussi cette petite tendance innée à vouloir tout contrôler. Vous savez, là il pleut, mais ce n'est pas le bon moment. Moi, le premier, hein, demain je vais faire du vélo, s'il pleut, ça va m'ennuyer la vie. D'accord? Donc si j'avais un bouton, ben, je ferais demain matin beau temps. Voilà. Et l'être humain, il a cette perception de tout vouloir contrôler. Le temps, le machin, il ne pleut pas quand il faut, il fait trop chaud, trop froid. Au lieu de s'adapter, de prendre comme exemple l'eau, l'élément eau, eh bien, on va chercher à contrôler les choses. Eh bien, la maison de Dieu, elle vous dit gentiment, ben, remets-toi à ta juste place parce que tu ne peux pas tout contrôler. Et quand tu dépasses les bornes, quand tu es dans l'hubris, l'hubris ça veut dire orgueil des mesures, hein. Quand tu es dans l'hubris, eh ben, tu auras un retour. Voilà. Donc il y a deux notions dans la maison de Dieu. Il y a la notion justement de l'incontrôlable, de l'imprévisible, et il y a la notion du bris. D'accord? Tu périras par là où tu as péché, c'est un peu cette perception-là. Et donc, on va apprendre avec cette carte à gérer l'imprévu, à ne pas toujours être dans le contrôle et à être plutôt dans l'adaptabilité qui est associée à l'eau. Voilà. Et la foudre étant le feu. Hein. Le feu divin. D'ailleurs, dans la mythologie, eh bien, vous avez tous les chefs là-haut, ils ont la foudre. Zeus et Jupiter, leurs armes, c'est la foudre. Les éclairs. Voilà. Là, on passe à des arcanes plus souples, qui est l'étoile. Dans l'arcane de l'étoile, vous retrouvez les cruches. Hein, d'accord? Vous trouvez la cruche solaire et la cruche lunaire. Vous retrouvez un personnage, il n'est pas très habillé, et vous retrouvez des étoiles. Donc le symbolisme de l'étoile, c'est quoi? Ça a toujours été la même chose. Hein. Le symbolisme de l'étoile, c'est le guide. La dame toute nue, elle symbolise d'être dans son apparat le plus basique, c'est-à-dire chercher à se déformater, à être l'être que l'on est, à être ce que l'on est tout simplement, sans jouer de personnage, se défaire des différents formatages, qu'ils soient sociétal, familial, scolaire ou professionnel, c'est devenir ce que l'on est. Hein. Voilà, être soi. Cette carte, c'est ce qu'elle va indiquer. Et bien entendu, la cruche solaire et la cruche lunaire va nous donner des indications sur comment devenir, c'est-à-dire expérimenter son côté masculin, féminin, les mettre en pratique pour pouvoir intégrer ce que l'on est réellement. Et il y a cette carte, elle ouvre sur une spécificité qui est le codage en numérologie. Voilà.
Enfin, c'est une occasion qui a été donnée de percevoir le codage en numérologie. Vous savez que le codage est très employé et a toujours été très employé en alchimie, en haute magie, dans toutes ces voies-là. On a toujours employé le codage, mais même pendant la guerre, on a employé des codages numériques. C'est quelque chose qui est très répandu. Et on a fait le rapport avec cette carte, hein, qui est, je ne vais pas vous le dire maintenant, je vais vous le démontrer autrement. C'est la carte 17. Dans la Bible, qui est un merveilleux livre symbolique, hein, comme je vous dis, je ne parle pas de religion, je parle de symboles. Eh bien, là, si vous connaissez cet épisode qui s'appelle la pêche miraculeuse, d'accord? Donc les apôtres et le Christ, ils vont à la pêche. Et ils pêchent 153 poissons. Bon. Moi, j'ai toujours été effaré par la précision de la pêche. 153, je ne sais pas, bon, ça aurait pu être 200, 10, 2, un chacun, je ne sais pas. Non, 153. Eh bien, 153 représente la valeur cachée de 17 en réalité. Voilà. 153, ça veut dire 17. Et donc, sur la barque, il n'y avait que des initiés, hein, il y avait le Christ et les apôtres. Donc, la carte 17, qui est en réalité le 153, représente la carte des initiés. Il n'y a que quand on est initié qu'on est soi-même. C'est pour ça que la dame, elle est nue. Il n'y a que quand on est initié qu'on peut percevoir les guides. D'accord? Ou qu'on peut être à son tour un guide. Voilà. Et donc, vous allez me dire comment on trouve 17 à partir de 153. Ben, on trouve la valeur secrète d'un nombre en l'additionnant lui-même jusqu'à trouver le nombre. Je vais vous le faire plus clair. Si vous cherchez la valeur secrète de 4, c'est 10. Pourquoi 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. D'accord? Sans ça, si c'est des chiffres plus gros, ben vous avez une formule mathématique qui est n multiplié par n plus 1 divisé par 2. D'accord? Voilà. Si je fais par exemple l'étoile, l'arcane 17, ben c'est n, donc 17, multiplié par n plus 1, donc 17 plus 1, ça fait 18. Donc 17 multiplié par 18, ça fait 306. 306 divisé par 2, ça fait 153. D'accord? Voilà. Ça, c'est une petite pratique de codage ancien de tout ce qui concerne la numérologie. Ensuite, vous avez aussi une jolie carte qui est l'arcane de la Lune. Alors, je vais pas... Là, c'est pareil, chaque carte, ça demande des temps énormes d'explication. Mais je vais vous expliquer parce qu'en général, les gens qui sont un petit peu novices, ils se demandent pourquoi il y a une bébête, un crabuleux, voilà, c'est un crabuleux, c'est pas très juste, mais pourquoi il y a une bébête au milieu dans l'eau. Voilà. Donc vous savez que la Lune est associée au monde émotionnel. Hein? Et donc, le crabe, on va appeler ça crabe, écrevisse, à ce que vous voulez, c'est une bête à carapace. Et la spécificité des bêtes à carapace, c'est quoi? C'est que quand la bête grandit, la carapace elle devient trop petite, et donc il vire la carapace, il y en a une autre en dessous qui est toute molle et qui va durcir très vite, mais en attendant, il y a un moment où elle est toute molle. Voilà. Eh bien, cette perception symbolique va vous indiquer que dans tout changement émotionnel, vous avez un moment de fragilité. Dans toute évolution émotionnelle, vous avez toujours un moment de fragilité. Voilà. Ça veut dire que quand vous avez une expérience émotionnelle, ben, votre émotionnel va se modifier et de cette modification, eh bien, le temps que vous retrouviez un émotionnel plus dur, enfin plus construit, eh bien, vous allez avoir un moment de fragilité. Voilà. Et en même temps, l'arcane de la Lune est associé, bien entendu, à l'eau, au féminin, aux perceptions émotionnelles
Et surtout, si vous vous rappelez bien ce dont je vous ai parlé tout à l'heure au sujet de l'eau, puisque la Lune est associée à l'élément eau, à l'adaptabilité. Les gens qui étudient les 4 éléments, ils oublient souvent qu'avec l'eau, il y a l'adaptabilité. Et comme l'eau est associée à la Lune, eh bien, l'adaptabilité fait partie des attributs de la Lune. D'accord ? Et c'est pour ça que le masculin... Alors, n'y voyez aucune connotation sexiste de quelque manière que ce soit, hein, mais le masculin est plutôt associé à la force et le féminin est plutôt associé à l'adaptabilité. Hein. Vous retrouvez ça d'ailleurs dans le yin-yang, vous retrouvez ces deux principes. Le yang est très peu adaptable, puisque c'est celui qui prend les décisions et qui influe sur la direction à prendre, et le yin est très adaptable, puisque c'est le principe féminin. Voilà. Donc, avec cette carte, on va œuvrer sur tous ces principes-là d'émotionnel, de sensibilité, comment on perçoit son émotionnel, quelles sont les applications, quelles sont les compréhensions, quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place au niveau de l'émotionnel de la personne. Voilà. Ça peut être aussi, bien entendu, après ça c'est avec le consultant qu'on va définir ça, mais ça peut être aussi un problème lié à la mère, ça peut être un problème de femme, tout ça, hein, d'accord ? Mais tout ça, avec le consultant, par rapport, toujours pareil au questionnement socratique, on va pouvoir mettre à jour pas mal de choses et on va pouvoir investiguer de manière à trouver un meilleur équilibre.